Là, on passe à un autre indicateur qui est tout aussi important. Donc, c'est les nuits chaudes qu'on place à 25 degrés. Donc, on voit qu'aux différents horizons, le nombre de nuits chaudes en fait fait que d'augmenter. Donc, de manière privilégiée sur les zones basses et au sud de la Martinique. C'est déjà à peu près ce qu'on a en l'état. C'est surtout sur la côte caribéenne et dans les zones très urbanisées en fait, qu'on va trouver beaucoup de nuits chaudes. À titre d'exemple, toujours le Lamentin, il y a environ 75 nuits chaudes sur la période de référence 1991-2020 et avec l'année d'élite de 2025, on a doublé le nombre de nuits chaudes, c'est 150 nuits chaudes. Et c'est surtout la zone atlantique qui est concernée actuellement par les nuits chaudes. Pourquoi? C'est parce qu'on a l'advection avec les alizés, on a l'advection de la nuit des calories de la mer, finalement, qui vont arriver sur le littoral et qui vont, donc cette chaleur-là va moins franchir la totalité de l'île. Ce qui fait que à la Trinité, en fait, on peut avoir certaines années où il y a plus de 180 nuits chaudes à l'heure actuelle. Et donc, si on se projette en 2100, ça fait des années, il y a donc des années où ça serait quasiment 100% des nuits seraient chaudes. C'est ça qu'il faut retenir. Et si on prend l'ensemble de la Martinique, à l'échéance 2100, en fait, ça ferait une moyenne de 2 tiers de l'année où on aurait des nuits chaudes. Donc, les nuits chaudes, on va y venir un petit. Ouais, diapo suivant. Donc, on a parlé des jours chauds, nuits chaudes. Pourquoi les jours chauds? En fait, ça va jouer sur beaucoup de choses. Le confort des êtres vivants, mais aussi pour la végétation, c'est super important. Pourquoi? C'est parce que ça va jouer sur la photosynthèse. Donc les plantes, les feuilles notamment des plantes ont des pores, et s'il fait trop chaud, pour pas qu'il y ait transpire de trop, ces pores vont se refermer. Ce qui fait que la photosynthèse se fait moins, et donc la plante va moins croître s'il fait trop chaud. Donc il y a une perte, on appelle ça une perte de biomasse en fait liée à la chaleur. Autre chose, en fait, on peut aller jusqu'au brûle. Les plantes vont brûler en fait s'il fait trop chaud. Et il y a une mauvaise nouaison. Donc surtout sur les températures, donc ça va être lié, enfin je pense que vous en savez mieux que moi, en fait vous connaissez mieux l'agriculture que moi, mais que ça soit au niveau du semis ou du levage, en fait c'est surtout quand les plants sont jeunes, en fait qui sont très impactés en fait par des températures trop fortes. Et les températures nocturnes en fait sont également pas bonnes à la fois pour l'humain, parce que c'est là où on récupère la nuit, mais pour les plantes c'est exactement la même chose. C'est donc lié à ce qu'on appelle la respiration nocturne. La respiration nocturne, c'est quand le sucre qui a été fabriqué en journée, plus l'oxygène, va retransmettre du CO2 et de l'eau et une perte d'énergie. Et donc, s'il fait trop chaud la nuit, la plante va surconsommer en fait son sucre. Et donc, il y a une énorme perte de rendement, de biomasse. Et donc, le calibre des fruits ou des légumes, en fait, sera très nettement impacté. Et également, que ce soit pour les températures chaudes ou les températures de la nuit, en fait, s'il fait trop chaud, il y aura une surconsommation d'eau. Et on trouve. Alors là, on vient de voir une séquence sur 2 indicateurs liés aux températures. Là, on va en voir 4 autres, je crois que c'est 4, ouais, sur les pluies. Donc là, c'est les cumuls annuels de pluie. Ce qu'on le remarque, c'est qu'à l'échéance 2030, en fait, lorsqu'on voit des hachures, là, ça veut dire que le signal est incertain. C'est-à-dire qu'on a utilisé plusieurs modèles pour faire ces cartes-là.
Et quand tous les modèles ne sont pas d'accord à plus de 80%, en fait, on met des hachures. Mais si on s'intéresse aux horizons 2050 et 2100, il n'y a plus de hachures. Ça veut dire que tous les modèles sont d'accord entre eux sur le signe de la baisse, parce que là, c'est une réduction donc, des précipitations annuelles. Donc, sur l'ensemble de la Martinique, ça ferait moins 23% de précipitations en moins sur le cumul annuel. Par contre, on remarque deux gradients. Un gradient en fait qui est lié à la topographie. Donc c'est surtout sur les zones basses où on verra moins de pluie, et surtout au sud de la Martinique. Donc pour atteindre quasiment moins 30%. On pourra revenir sur ça avec des questions. Ensuite, si on regarde, on s'intéresse seulement au cumul de précipitations durant la saison sèche, donc février, mars et avril, ça fait, on a le même signal, hein, donc une différence entre le nord et le sud, donc qui peut moins de pluie en fait au sud et aussi sur les zones basses. Et sur l'ensemble de la Martinique, ça ferait moins 29% de pluie durant la saison sèche. Ce qui est assez conséquent. C'est-à-dire que sur une quantité annuelle, il y a un tiers de moins. Voilà. C'est beaucoup. Alors, on va affiner, mais ça veut dire aussi que là, on regarde que la saison sèche, et puis juste avant, on regarde l'année. Bon, ça ne parle pas de la variabilité de l'année. C'est-à-dire sous l'année, il va y avoir des moments où il va pleuvoir, etc. Et quand vous allez faire le bilan annuel, vous aurez, dans la diapo précédente, perdu en fait jusqu'à 29%. Et la saison sèche sera plus sèche. Pour tout vous dire, dès 2013, c'était exactement la même chose que j'ai présenté à la région Martinique. Donc il y a juste une confirmation de cette tendance. Il n'y a pas d'évolution là-dessus. Alors à présent, si on s'intéresse à la saison des pluies, on voit qu'en fait le signal est un petit peu plus incertain. Jusqu'en 2050, en fait, on a toujours pas mal de hachures, donc ça veut dire que les modèles ne sont pas d'accord entre eux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes encore jusqu'à 2050. Et c'est seulement sur les années plus lointaines, donc l'horizon 2100, où là, tous les modèles sont d'accord entre eux, et cela, en fait, on indique donc sur la saison des pluies, moins 22% des pluies, donc quasiment un quart de moins. Un quart de moins, oui, mais sur finalement le plus gros volume de l'année. Donc au final, ça fait beaucoup. Et chose notable, c'est surtout au niveau du mois de juillet, en fait, deviendrait finalement un mois plutôt d'intersaison. C'est-à-dire que la saison des pluies serait écrêtée d'un mois. Donc le premier mois de la saison des pluies, en fait, il disparaîtrait, quoi. Pourquoi? C'est parce que on voit que tous les modèles sont à peu près d'accord pour indiquer, enfin ça fait à peu près moins 40% de pluie en moins. Donc on n'est plus en saison des pluies, on passe en intersaison. Alors, ça c'est un point important pour en discuter, parce que vous avez des vécus avec des stratégies de recharge, des mares, voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le mois où on s'attend à avoir de plus de pluie, c'est là qu'on en perd un quart. Ça, c'est des messages on pourra. Je pense que dans la reformulation que chacun fait individuellement, se pose le vécu. On va échanger là-dessus. Ah, c'est sous la durée. Ouais. Donc là, on est sur des évolutions de périodes de sécheresse. Toujours beaucoup plus d'incertitudes au niveau à l'horizon 2030 et 2050. Plus d'incertitudes sur les reliefs, mais par contre, on voit apparaître un allongement du nombre de jours sans précipitation. Donc, par exemple, au Lamentin et à la Trinité, actuellement, sur 91-2020, ça serait à peu près 12 jours de période sèche au Lamentin, en l'état actuellement, et à l'échéance 2100, on rallongerait cette période de 5 jours, donc ça ferait 17 jours,
Et à la Trinité, on a 18 jours actuellement, donc ça ferait 23 jours. Et ça, c'est une moyenne, en fait. Ça veut dire qu'il y a des années où on pourrait avoir des périodes beaucoup plus importantes que ça. Alors c'est là que je peux introduire, vous avez vu l'actualité là, sur le phénomène El Niño, on a Kakemolo là qui l'explique. Donc un phénomène El Niño qui est effectivement un phénomène de grande échelle avec des connexions entre le bassin Pacifique et l'Atlantique. Ces phénomènes-là peuvent venir accentuer en fait. C'est-à-dire que quand on est un Niño installé, il peut y avoir des accentuations de ces phénomènes-là, on pourra échanger. Ça veut dire que dans cette tendance qu'on vous décrit en moyenne, il peut avoir des périodes vraiment critiques. Voilà, c'est un peu le message. Et là, le Niño, la bascule est en train de s'opérer et est en train de surveiller, de théorie, la date à laquelle ça bascule. Pour l'instant, vous avez vu, on est un peu dans un entre-deux. On n'est pas dans le sec installé. Donc il faut dire de l'Australie jusqu'à chez nous, tout le monde est en train de regarder. Tous les scientifiques sont en train de regarder. Parce qu'effectivement, ce phénomène peut accentuer encore les questions de période de sécheresse en particulier. Peut-être un petit point à ajouter sur El Niño. En fait, dans les Caraïbes, c'est surtout sur les températures en fait, que ça va jouer. Et au niveau des pluies, il y a ce qu'on appelle un lag, un décalage. C'est 1 an plus tard, en fait, qu'il y aura une signature El Niño. Donc c'est pas pour cette année. En fait, on peut décrire vraiment ce qui va se passer sur les pluies. C'est plutôt il y a 11 mois, pour être précis. Contrairement à la Guyane, qui est beaucoup plus proche de l'équateur, où le signal sur les pluies va se faire là. Mais en Martinique, en fait, il y aura un signal dans 11 mois à peu près. Donc là, alors on va parler des pluies fortes, mais le titre est pas très bon. Pourquoi? C'est parce que dans le monde du modèle, les pluies fortes, donc 50, 100, 150 mm, n'ont pas eu de changement de signaux entre 91-2020 et l'échéance 2100. En fait, on n'a pas de signal, c'est une constante. Donc on a préféré parler d'une variable qui sont les pluies journalières supérieures à 10 mm. Donc ces pluies-là, elles sont intéressantes parce que c'est celles qui en rechargent. Et ce que l'on voit au cours du temps, c'est plutôt une baisse de ces nombres de jours. Jusqu'à moins 16 jours avec des pluies supérieures à 10 mm à l'échéance 2100 sur la Martinique, vue dans son ensemble, avec une chose importante qu'on n'avait pas forcément sur les anciennes projections, c'est surtout sur des reliefs où il y a moins de pluies rechargeantes. Donc sur l'hydrologie, en fait, ça c'est très important parce que ça veut dire que l'eau va moins résider sur le territoire. Donc là, c'est un peu une diapo de synthèse. Donc, c'est un peu regarder tout ce qui va se passer en fait au niveau de la pluie. Donc, on a une baisse des précipitations annuelles. On a moins d'eau sur le relief, donc moins de résidence. Moins de résidence de l'eau, ça veut dire moins de recharge en fait, des eaux en profondeur. In fine, ça fait moins d'eau dans les cours d'eau. Ajouté à cela, on a plus de température, donc plus d'évapotranspiration des plantes, plus de besoin d'eau parce qu'elles transpirent plus, moins d'herbage parce que finalement il y a moins d'eau et il y a plus de périodes de sécheresse. Donc des animaux cueillants chauds, donc également besoin de plus d'eau. Et donc, ça fait un peu un cercle vicieux qui devrait s'installer. Pourquoi? C'est parce qu'il y a moins d'eau et finalement, il y aura plus de demande. Donc, il y aura une concurrence sur les usages de l'eau, en fait, qui va bien s'installer. Et tout ça a des conséquences. Des conséquences, en fait, sur la production. Donc, on en a parlé. Il fait trop chaud, donc moins de calibre, en fait.
plus de demandes en eau et il y en aura moins. On aura une problématique en fait de calendrier culturel, calendrier agricole. C'est-à-dire que au niveau des saisons, en fait, on voit qu'il y a un décalage. Saison sèche plus sèche, saison des pluies plus courte. Donc finalement, quand est-ce qu'on fait les semis? Et ajouté à cela, il y a la variabilité interannuelle qu'on n'a pas encore regardé sur ces projections climatiques, mais qu'il faudra faire. Parce qu'on le voit, je peux dire au quotidien, c'est qu'il y a la variabilité interannuelle qui fait que de changer depuis quelques années. Ça fait, là on a eu 2 carèmes finalement assez humides. À la fois il pleut, mais il n'y a pas assez d'eau. Donc c'est un peu schizophrénique ce qui se passe. Et après, en fait, il y a toute la production agricole en fait, qui pâtit finalement de ce climat futur. Et je ne sais pas si tu as Non, en fait, c'est vrai que Martina en parle pas mal. La question de l'eau, elle est stratégique. Quand on dit concurrence entre l'usage de l'eau, vous avez vu les tensions que ça a créé en dehors de l'agriculture, déjà sur la distribution de l'eau dans les années 2024. Donc il y a un sujet de l'eau là qui va monter. Donc à un moment donné, on essaie de faire bouger les lignes, mais on est tous là capables peut-être d'avoir des expériences situées où on a des partages à faire, mais il y a un vrai sujet sur l'eau. Je pense que c'est le cœur. Et ça va beaucoup plus loin qu'on pense. C'est-à-dire, j'ai suis auprès d'une discussion où, quand on parle tourisme et on parle croisière, est-ce que les bateaux de croisière vont continuer à se mettre dans le grand port et se recharger un peu? Voilà, ça va jusque-là en fait. La question de l'eau, c'est pas perché en fait, c'est concret. Déjà, je ne vais pas commenter le modèle de croisière, mais déjà la question de la consommation de l'eau. Donc c'est un vrai sujet qui est complexe. Et à mon avis, on n'a pas fini d'en discuter. Et la question, c'est pas forcément moins de pluie. On voit que c'est ce qu'on était à la fin, c'est une combinaison de pluie plus rare, c'est-à-dire pas assez. En fait. Vous allez en parler mieux que nous, à la limite. Et des saisons. Alors, à la limite, une saison sèche plus longue, ça se voit. Voilà. Mais quand il y a des pluies, et puis alors vous avez vu les paradoxes, parfois vous croisez des gens et puis ils vous disent il n'arrête pas de pleuvoir. Puis vous, c'est pas ça que vous vivez. Bon. Je dis pas de bêtises. Il y a des gens qui vous disent ah mais il n'arrête pas de pleuvoir. Et puis mais vous êtes en train de vivre la sécheresse, vous êtes en train de lutter pour faire avancer. Donc on voit quand même que la question de l'eau est assez complexe. Et en fait on va pouvoir en débattre. Et puis il y a un sujet qui est quand même un peu piégeux, c'est la question de l'irrigation. C'est-à-dire qu'effectivement, on a le réflexe, souvent, continental, c'est d'augmenter l'irrigation, mais en fait, quand on dit l'irrigation, en fait, la question, c'est de revoir le système d'irrigation, parce que quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il faut un système d'irrigation plus sobre. Ça, c'est des sujets. Il y a plein de spécialistes qui peuvent en parler mieux. Ouais, je voulais juste ajouter une chose, c'est que depuis 2 ans, en fait, on suit ce qu'on appelle des indicateurs de feu de végétation. Et justement, on va voir dans ces indicateurs-là, en fait, on voit qu'il y a une sécheresse en fait, qui est vraiment installée, mais en parallèle, on voit que la saison sèche n'a pas été si sèche. C'est-à-dire qu'il y a de la pluie, mais avec un signal de sécheresse qui est quand même là. Donc c'est totalement paradoxal, mais c'est des choses qui va nous pousser à travailler sans doute différemment sur nos indices pour suivre l'eau en continu. Voilà, donc je vais essayer d'aller vite pour conclure et vous écouter surtout. Alors, c'est vrai qu'on a, je crois que c'est les Jérémy en a parlé, il y a déjà un travail qui est fait au niveau scientifique. Donc on travaille beaucoup avec l'Institut technique tropical, bon, il y en a quelques-uns d'entre vous qui les connaissent. Alors c'est vrai que l'Institut technique tropical, ce qui est important, c'est que ça nous permet de rouler des dispositifs et voir un peu ce que valent nos prévisions. On fait de la prévision mensuelle, trimestrielle,
décadaires. Voilà, on essaie de voir comment. Donc ça fait 3 ans, on entre dans la 4e année, qu'on appuie l'Institut technique tropical qui ensuite envoie nos bulletins en Guadeloupe et en Martinique à plus d'une centaine d'agriculteurs, de domaines. Et donc on commence à avoir un petit recul là-dessus, on est en train d'améliorer un peu les choses. Donc il y a des jeunes existants et la question c'est comment vers des acteurs, on est venu au revoir un peu dans cet état d'esprit-là, comment des acteurs avec des domaines plus petits, mais qui ont des enjeux, qui ont des expériences aussi très fortes, comment on peut arriver à améliorer nos services. Et effectivement, il y a un travail en cours aussi que Jérémy a commencé en 2024 sur la question des bioagresseurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans les variables climatiques, quand on va regarder les prévisions à 7 jours, à 10 jours, ou les tendances par rapport aux moyennes du mois, c'est-à-dire est-ce que pour le mois qui vient, on va être proche des pluies moyennes ou beaucoup dessus, qu'on arrive à croiser ça avec le fait qu'il y ait plus d'agression, en fait, c'est-à-dire au niveau des champignons, des bébêtes, comme on dit. Il y a des enfants qui viennent manger et attaquer vos différentes plantations. Donc on a tout un travail en cours, en fait, qu'on poursuit, qu'on espère bien enrichir avec les éléments d'aujourd'hui. Et en fait, l'idée, c'est de voir, ce qu'on attend un peu de journée comme aujourd'hui, c'est d'aller chercher un peu vos retours pour améliorer un peu la question de nos services. Donc, il y a quelque chose de très technique qui ne se fait pas tout seul. On voit qu'on a parlé de jours chauds, de nuits chaudes. C'est la question des indicateurs. C'est-à-dire que la météo classique, je ne sais pas si vous regardez la publicité, donc c'est un changement que je suis en train d'opérer depuis 2 ans. On parle de température qui a dépassé un seuil, on vous dit on a battu un record, etc. Et en fait, plus on avance, plus on n'a pas besoin vraiment de savoir quels sont les records, mais d'avoir un peu plus finement ce qui se passe dans la persistance, dans le nombre de jours consécutifs où les nuits sont chaudes, le nombre d'heures consécutives où on n'a pas eu assez de pluie. Et tous ces indicateurs ou sous-indicateurs ont des corrélations, des relations fortes avec les réalités du vécu. Donc nous, on est en train de développer en fait un ensemble d'indicateurs et on espère bien les mettre à disposition pour vous dire attention, là l'indicateur est en train de changer. Voilà. Il y a des choses à construire en fait, à la fois par rapport à ce qu'on vient de voir dans les projections climatiques, mais aussi au niveau opérationnel, dans les services climatiques qu'on peut donner au niveau veille au quotidien. Alors, bien sûr, pour terminer, le changement climatique, on ne peut pas parler d'agriculture sans parler des hommes, des femmes qui travaillent dans les champs et qui sont à l'extérieur. Et en fait, on est complètement conscient, parce que nous, on a d'autres chantiers, c'est pour ça que des fois, c'est un peu difficile de passer d'un chantier à l'autre, puisqu'il faut se mettre dans la spécialité. Mais on travaille effectivement avec beaucoup le secteur sanitaire, donc Santé publique France et l'ARS, on travaille pas mal avec eux, le CNRS. Et on se préoccupe beaucoup en ce moment de la question de l'hyperthermie. Et cette question d'hyperthermie, c'est-à-dire des températures qui sont fortes et puis qui vont vous mettre en situation de vulnérabilité dans votre travail. Ça concerne tous les travailleurs et les agriculteurs en particulier. Par exemple, il y a des secteurs d'activité, le BTP. Le BTP, il y a un sujet. Il y a des entreprises qui ont déjà changé leur stratégie, qui commencent beaucoup plus tôt. Ça, voilà, vous avez commencé à voir ça, et ils finissent beaucoup plus tôt. En Guyane, il y a des gens qui rigolent, qui disent ouais, les Guyanais, on ne sait pas trop comment ils travaillent, ça. Mais en fait, ils ont déjà des adaptations, c'est-à-dire qu'ils finissent beaucoup plus tôt, ou ils arrêtent de travailler à 16 heures, enfin, ils ont des stratégies en fait. Il est très, à peu près sûr qu'on ne pourra pas rester avec des chantiers qui tournent tout le temps, etc., sans dégâts collatéraux. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et donc nous, on travaille avec Santé publique France, dont Jérémy a toute une étude là-dessus, sur la question d'une vigilance forte chaleur qui va s'adresser à la Martinique, mais qui va s'adresser à des secteurs particuliers. Voilà. C'est-à-dire que, et du coup, évidemment, quand on vient vous voir, c'est pour vous dire, on va penser à vous aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi des hommes et des femmes dans les champs. Donc on est en train de travailler là-dessus. L'autre sujet qu'on a mis, c'est la qualité de l'air. Alors aujourd'hui, ça tombe un peu par hasard, mais vous avez vu le côté gris, là, c'est pas de la pluie en fait, c'est la poussière saharienne, comme vous le savez.
ça veut dire que la poussière saharienne, ça a à la fois un effet sur les rendements, ça on n'en a pas développé dans cette présentation, mais on sait que c'est un effet sur les rendements, sur la productivité, mais ça a aussi un effet sur votre santé en fait, c'est-à-dire sur votre respiration, sur la délicateité, etc., et sur la qualité de votre travail, sur le vécu, etc. Donc on travaille aussi sur ces sujets-là. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois que c'était les deux points que voilà. Donc on voit que quand même, on est obligé de travailler sur tous les sujets et ils sont globalement interconnectés. Et la question de l'eau est un peu centrale, et plane un peu au-dessus de tous ces sujets-là. Donc vous dire ce que j'ai mis à dire en introduction rapidement, que depuis 2 ans, on est en train de tester une veille sur le risque feu de végétation. Donc aujourd'hui, on est pas mal, on est presque au temps de nous, entre guillemets. C'est pas encore arrivé à votre niveau, c'est-à-dire que c'est pas sur les médias, mais les autorités reçoivent tous les jours un bulletin de prévision du risque feu. C'est-à-dire on donne un niveau de danger. Alors le risque feu, c'est quoi? C'est l'état de végétation, l'état de sécheresse de la végétation permet de dire que s'il y a malheureusement quelqu'un qui allume quelque chose quelque part, ou même quelqu'un qui coupe une pièce métallique et que autour de lui c'est sec, voilà, ça va s'enflammer très très vite, voire super vite. Voilà. Donc on donne un indice là-dessus, donc c'est exactement ce que vous avez dans le sud-est de la France et qui maintenant est allé sur l'ensemble de la France hexagonale. Donc on a aujourd'hui un service qui tourne en Guyane depuis plusieurs années, et qui tourne en Martinique en mode test, et qui va tourner en Guadeloupe. Donc lundi prochain, j'ai le réunion pour lancer le même service en Guadeloupe. Et donc voilà, donc tout ça pour vous dire que tout est lié. Évidemment, quand on est dans le monde de l'agriculture, on n'est pas découpé de la question d'énergie, surtout quand il y a des conflits mondiaux et qu'on fait tourner nos machines avec les énergies fossiles. Donc la question du potentiel éolien photovoltaïque en climat changeant, c'est un sujet. On ne va pas en parler là parce qu'on peut passer beaucoup de temps. Et puis la question du confort thermique, de la santé, voilà, tout est lié et nous on est obligé un peu de travailler sur l'ensemble. Donc on est évidemment prêt à répondre à vos questions autour des questions agriculture, mais pas que. Voilà. J'aimerais ça. Merci de votre attention.